Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Tous les jours, donc à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aux cartes Pokémon que vous connaissez peut-être ou que vos enfants connaissent peut-être. Peuvent-elles constituer un placement? Peuvent-elles passer d'un objet de collection à un objet de placement? Nous en parlerons avec Florian Bourguet, expert en bande dessinée et donc en cartes Pokémon. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine où nous traiterons du sujet de la thématique cybersécurité dans vos placements. Un sujet de plus en plus d'actualité au sein des entreprises en lien notamment avec de nombreuses failles ou attaques identifiées lors de la pandémie et du recours massif au télétravail. La cybersécurité devient-elle une tendance d'investissement? Nous en parlerons dans un instant avec Jean-Noël de Galzin, PDG de Walix, mais aussi Mathieu Rollin, co-gérant de Thematics Safety. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, un focus sur les cartes Pokémon, Pikachu, Carapuce ou Dracofeu. Ces noms vous parlent peut-être si vous collectionnez vous-même les cartes Pokémon il y a quelques années, voire même encore aujourd'hui, ou si vos enfants le font encore aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un second marché pour ces cartes Pokémon et qu'il a l'air de plutôt bien se porter. On va voir ça dans un instant avec Florian Bourguet, expert en bande dessinée et en cartes Pokémon. Bonjour Florian Bourguet. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je dis que le second marché se porte bien parce que moi je regarde, enfin en tout cas j'ai regardé les chiffres les plus emblématiques. On a vu une carte, alors Pikachu Illustrator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit animal jaune imaginaire emblématique des Pokémon qui s'est vendu pour 900 000 $. Alors ça j'imagine que c'est un record, mais ça montre quand même qu'il y a un second marché sur les cartes Pokémon. Alors il y a un vrai engouement actuellement sur les cartes Pokémon qu'on voit depuis quelques années. Et qui s'est vraiment emballé depuis quelques mois. Alors après, les prix les plus élevés concernent les États-Unis. D'accord, ok. En France, on est sur des sommes beaucoup moins importantes. Il y a deux réalités, États-Is et le reste du monde. D'accord. Pas dans le même monde. Les Américains ont moins de patrimoine ancien, donc ils se sont plus reportés sur les objets, ce qu'on va dire, de collection, que ce soit les cartes de baseball, les souvenirs de sportifs ou de stars, et donc les cartes Pokémon. En France, on a un patrimoine, on va dire, plus ancien, qui est plus conséquent. Du coup, le nombre de collectionneurs se diversifie soit dans les timbres, la philatélie, la numismatique, les cartes Pokémon. Donc en fait, ça veut dire que comme nous, on a, si je caricature, mais plus peut-être de voitures de collection, plus de timbres ou plus d'œuvres d'art, finalement, on a plus de tout. Donc en fait, on va moins sur des cartes Pokémon, ou en tout cas de manière moins massive qu'aux États-Unis. Le public traditionnel va moins sur des objets plus récents. Et alors, c'est en train de changer. C'est en train de changer, C'est en train de changer, parce que là, on a la génération des 25-35 ans qui arrive à l'âge adulte et qui a envie de collectionner. C'est ce qu'ils ont, les cartes Pokémon, c'est ce qu'ils ont connu depuis tout petit. Ils sont avec dans les cours de récré. Ils les ont collectionnées au début des années 2000. Donc on parle de la génération qui est née entre 85 et 95, qui a vu l'apparition des cartes Pokémon, qui les a collectionnées et qui se met maintenant à les collectionner de manière massive. D'accord. Et comme toute collection, plus on a de collectionneurs, plus les prix montent. Donc finalement, le second marché des cartes Pokémon, mais de manière plus générale, se crée parce qu'il y a une sorte de Madeleine de Proust finalement vis-à-vis de ce qu'on va racheter plus tard, donc comme un placement ou comme un objet de collection. Ouais, c'est un secteur qui est très nostalgique. D'accord. On achète la carte qu'on n'a pas eue quand on était gamin, qui faisait rêver tout le monde. Actuellement, c'est le Dracofeu. Le Dracofeu du set de base, c'est une carte, il y a 20 ans, 25 ans, c'était déjà rare à l'époque. D'accord. Ouais. Et là, maintenant, actuellement, c'est devenu un petit peu la carte emblématique de la collection. Alors, pas forcément la plus chère, mais la plus emblématique. Donc c'était la plus rare, mais elle valait 10 francs. Donc on était quoi, le roi de la récréation à l'époque quand on avait la carte. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et maintenant, ça durait sur plusieurs années peut-être même. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, actuellement, c'est une carte en 2 ans. Il y a 2 ans, c'est une carte qui valait autour de 500 € en très très bel état. D'accord. L'état est à prendre en compte dans le prix des cartes. D'accord. Et actuellement, à l'état neuf, on peut dire qu'elle peut se valoir entre 10, 20, 30 000 €.
Et alors justement, parce que là, on a abordé deux sujets. Le premier, c'est celui de la rareté qui était déjà présent à l'époque. Et le deuxième, c'est celui de l'état de la carte. C'est les deux variables principales pour considérer si on a des cartes Pokémon, que ce soit pour les acheter ou les vendre, qui ont une valeur sur ce second marché. Oui, exactement. Alors après, il y en a un petit troisième qui est la renommée du Pokémon. D'accord. Ça rentre en jeu. Mais le plus important, c'est en un, la rareté de la carte. D'accord. Si elle était... parce qu'ils ont fait vraiment bien les choses. C'est-à-dire que dans une série qui sortait, même actuellement, c'est encore la même chose, il y a des cartes qui sont communes, des cartes qui sont moins communes, rares, et des cartes qui sont extrêmement rares, qu'on peut avoir, par exemple, sur un paquet sur 500. D'accord. Et donc ça veut dire que dès le début, dès qu'on a commencé à collectionner des cartes Pokémon, parce que l'euphorie Pokémon, elle a quelques années maintenant, effectivement, il y avait des dessins animés ou autres, dès qu'on a commencé à collectionner des cartes, ils ont commencé à éditer finalement des sets ou des jeux de cartes avec cette idée de rareté de certaines cartes et de niveau finalement d'hierarchie entre certaines cartes. Exactement. C'était un jeu de cartes à collectionner. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà une collection à la base. C'est déjà une collection à la base. Donc, et on voit que ces cartes-là, les cartes qui étaient les plus rares à l'époque, c'est les cartes qui sont les plus demandées actuellement. D'accord, donc ça c'est pour le sujet rareté. Je voyais aussi que parfois il y a des notions de si certaines cartes ont des erreurs, donc ça les rend encore plus rares, ou parfois il y a des changements de typographie. Ça aussi, ça joue également au-delà du fait que le Dracofeu était rare à l'époque. Oui, en fait, tous les ressorts habituels d'une collection marchent à plein pour ce type d'objet. Donc on a la rareté, on a aussi des cartes qui sont promotionnelles, qui peuvent sortir par exemple lors d'événements spéciaux. Alors je vous ai amené ici pour vous présenter. Là, ça c'est une carte qui a été proposée. Alors vous pouvez la mettre à côté de vous, on va la voir effectivement. Donc là c'est un Pikachu, effectivement. Voilà, c'est un Pikachu qui est sorti lors de la rétrospective Munch au Japon en 2018. D'accord, ok. C'est une carte qu'on pouvait récupérer uniquement lors de la rétrospective. Et donc, du fait de sa rareté, même si ça n'était pas dans le jeu de base, ça lui donne automatiquement une valeur. Voilà. C'est une carte qu'on pouvait trouver autour de 10, 20, 30 euros il y a 2 ans et qui maintenant se négocie autour de 1500 euros. Et alors, ça n'aura pas échappé aux gens qui nous regardent, cette carte est emballée dans du plastique dur, avec une note, avec un tampon qui certifie la carte. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est pour protéger la carte dans un premier temps? Alors ça a deux buts. Alors ça c'est une entreprise française. Pour le coup, c'est des gens qui sont à Paris, qui font ça depuis 6 ans. Et qui expertisent toutes les cartes Pokémon. Oui, ils expertisent. On leur envoie. Voilà, on leur envoie les cartes Pokémon, ils les expertisent, ils les scrutent au microscope, ils vérifient les rayures, les détails, s'il y a des petits points blancs, etc. Et avec ça, ils mettent une note et ce qu'on appelle un grade. D'accord. Après, elle est emballée dans un plastique qui permet de la protéger. Et donc la note, en fait, c'est en fonction de l'état de la carte, pour le coup, essentiellement. Donc on revient sur le sujet. Ça n'a rien à voir avec la rareté, c'est juste l'état de la carte. D'accord. Donc c'est vraiment les deux grandes variables sur le sujet d'investissement dans les Pokémon. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est très bien, enfin dans l'investissement dans les cartes Pokémon, pardon, pas dans les Pokémon, ça n'existe pas encore que je sache. Quand on veut acheter ou vendre ces cartes Pokémon, alors vous travaillez beaucoup avec des maisons de vente aux enchères qui vont sur le sujet. C'est vrai qu'aussi, sinon, on voit des gens les vendre tout simplement en ligne. Mais il y a plusieurs maisons de vente aux enchères qui se saisissent du sujet. Ça veut dire qu'on a quand même des acheteurs qui sont présents, quoi. En fait, ça fait 1 an, ça s'emballe un petit peu. D'accord. En raison des médias, hein, merci, merci à vous. C'est plus vous en parlez. On les collectionnait quand on était petit, maintenant. Voilà. Mais non, ça fait vraiment 1 an que les prix augmentent en vente aux enchères. Donc ça a permis de faire passer ce marché qui était plutôt sur Internet, dans les brocantes, vraiment un truc d'initié vers une légitimité. D'accord. Voilà. Et quand on a cette légitimité avec la vente aux enchères, voilà, les prix se stabilisent. On voit plus n'importe quoi comme on peut voir sur des plateformes en ligne. D'accord. Sur des plateformes en ligne, sur les cités. Et on peut savoir ça encourage aussi les gens à à se lancer dans la collection, à en acheter, à revendre leurs propres cartes. Et finalement, ça fait un vrai marché. Alors, je citais en introduction le chiffre de 900 000 $ pour un Pikachu Illustrator. Avant ça, je crois que le record, alors il y en a plusieurs qui sont cités, mais j'en ai trouvé un à 375 000 $ pour exactement la même carte. Est-ce que en France, donc vous le disiez, ça c'est les États-Unis, en France, et les ordres de grandeur, ils sont de quel ordre à peu près? On est en dizaines de milliers d'euros. D'accord. C'est déjà beaucoup, hein, quand même. Bien sûr, pour une carte qu'on achetait à quelques francs avant. Voilà. Oui, bien sûr. Après, un timbre, on l'achetait aussi quelques francs il y a quelques années, et il y a des choses qui sont rarissimes. Mais non, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur que les États-Unis. C'est normal. D'accord. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être pas, c'est ça la vraie question, parce que si... Oui, parce que c'est un marché en construction aujourd'hui pour le coup. On voit le second marché de toutes ces cartes Pokémon se construire au jour le jour aujourd'hui.
En vente aux enchères, on a vraiment défriché le milieu. D'accord. Ça n'existait pas. Les gens, la première vente que j'ai organisée, où je suis allé voir une amie commissaire-priseur pour lui proposer cette vente, dans notre entourage, on nous a regardé avec vraiment des yeux écarquillés en disant qu'est-ce que vous allez faire avec vos cartes Pokémon dans les ventes aux enchères, où on est plutôt habitué à des domaines de collection plus traditionnels. Et alors, on voit effectivement que tout le monde a envie d'en profiter un peu de cette euphorie. On voit par exemple des personnages célèbres, et notamment, je pense à un rappeur, le rappeur Lorenzo, qui lui aussi a mis ses cartes Pokémon en vente. Est-ce qu'on va assister, selon vous, alors c'est un marché qui se construit, mais on voit par exemple que dans le domaine de l'art, l'origine de la collection peut jouer autant finalement que l'œuvre en question. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai sujet de sélection, d'œil d'expert ou d'œil de collectionneur. Sur les cartes Pokémon, je ne suis pas sûr qu'on en arrive au même, au même niveau, mais est-ce que l'origine d'une carte Pokémon peut jouer selon vous ? Non, pour le moment, je pense que c'est vraiment un achat collection. C'est une carte qui nous plaît, qui manque à la collection, qui est importante dans l'histoire du jeu. Alors ça, oui, voilà, ça c'est des facteurs qui peuvent être pris en compte. Mais le fait que ce soit un rappeur ou un sportif qui ait possédé cette carte, a priori, ça devrait être quand même... c'est plus compliqué. Florian Bourguet, est-ce qu'on peut parler de placement aujourd'hui pour une carte Pokémon ? Pour certaines cartes Pokémon, peut-être celles qui sont les plus rares ou celles qui sont les plus liquides sur ce marché, ou c'est encore trop tôt pour en parler ? Je pense que c'est trop tôt. Pour le moment, c'est encore des achats plaisir, c'est de la nostalgie, c'est une collection. Pour l'instant, c'est un achat de collectionneur. Dans les clients de vente aux enchères, on a des gens qui collectionnent les cartes. On n'a pas d'investisseurs. Par contre, les montants en jeu commencent à devenir importants. D'accord. Donc, à terme, pourquoi pas ? À terme, pourquoi pas. Et dernière question, il nous reste quelques secondes. Donc là, on parle de cartes Pokémon. Il y a d'autres séries emblématiques de notre enfance. Avant l'émission, je vous parlais des cartes Dragon Ball, par exemple, et vous me disiez que là, il n'y avait pas du tout de marché. Alors, qu'est-ce qui fait que les Pokémon, il y a un marché et que Dragon Ball, ce marché soit moins construit ? C'est comme ça. Non, on a peut-être l'importance de la licence. La licence Pokémon, c'est quelque chose où il y a en fait, vous avez des nouveaux collectionneurs tout le temps parce que vous avez des mises à jour dans le jeu, des extensions qui sortent tous les 3 mois avec des nouvelles cartes qui sont rares, ce qui n'existe pas au niveau des cartes Dragon Ball. Actuellement, il y a 3 jeux qui fonctionnent bien. Le haut du panier, on va dire, c'est Magic et Pokémon. Où là, on peut avoir des cartes en dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros pour les cartes les plus rares. Et dans un cran vraiment en dessous, il y a Yu-Gi-Oh! Et après, c'est le néant. Même les cartes Panini, du coup, de joueurs de foot, c'est pas quelque chose qui... L'album le plus rare de Panini, qui doit être du début des années 70 sur le mondial, c'est quelque chose qui se négocie en centaines d'euros. D'accord. Okay. Donc, en fait, si je comprends bien, bon, évidemment, il y a des facteurs émotionnels qu'on ne peut pas maîtriser. Puis après, c'est peut-être aussi si la rareté et le côté collection est créé dès le début par l'éditeur ou des cartes, ce qui va jouer aussi. Oui, et vous parlez les Pokémon, ça parle à n'importe quelle personne qui a moins de 35 ans, qui les a connus, qui les a touchés. Si vous demandez un personnage connu dans la rue à un jeune qui a 18-20 ans, et que vous lui demandez qui est Jericho ou qui est quels sont les peintres de l'école de Barbizon, personne ne sait. Par contre, vous lui demandez qui est Pikachu, ça il connaît. Pour le Dracofeu, ça il sait. Merci beaucoup Florian Bourguet. Je rappelle que vous êtes expert en bande dessinée et en cartes Pokémon. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique de la cybersécurité. L'année 2020 et l'année 2021 ont vu la généralisation massive du télétravail et avec cela la création d'un nombre de failles informatiques sans commune mesure, ce qui a mécaniquement conduit à une forte hausse du nombre de cyberattaques. Dans ce contexte, la cybersécurité devient un des enjeux privilégiés des entreprises, sans parler évidemment des enjeux de cybersécurité au niveau étatique dont les scandales défraient régulièrement l'actualité. Dès lors, comment aborder cette thématique d'investissement qu'est la cybersécurité pour accompagner ce secteur en plein essor ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Noël de Galzin, PDG de Walix et directeur du projet cybersécurité du contrat stratégique de filière. On y reviendra. Bonjour Jean-Noël de Galzin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous sommes accompagnés également par Mathieu Rollin qui est en duplex avec nous, co-gérant de Thematics Safety. Bonjour Mathieu Rollin. Bonjour.
Merci donc à tous les deux d'être avec nous en plateau pour nous expliquer un petit peu ce qu'est cette filière. On va peut-être commencer avec vous, Jean-Noël de Galzin. Le secteur de la cybersécurité, je le disais en introduction, on en parle après 2 années qui ont vu des changements drastiques de comportement finalement des utilisateurs et des salariés au sein des entreprises, et donc des hausses d'attaques sans commune mesure, et notamment d'attaques dites de phishing. Comment se porte le secteur en 2022 de manière générale, avant de faire un focus sur la France? Alors en fait, le secteur de la cybersécurité, on peut dire que c'est un secteur paradoxalement qui se porte bien. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on est en train de développer du numérique partout. Le numérique est exponentiel, c'est-à-dire qu'il va moderniser l'ensemble des secteurs de notre vie, de notre façon de travailler à distance, notre façon de communiquer, de garder le lien social ou professionnel pendant, par exemple, les périodes de pandémie qu'on a passées, la façon dans l'industrie de produire, de faire en sorte d'optimiser l'efficacité énergétique dans tous les domaines, ou la façon dont on distribue l'énergie au plus grand nombre. Et donc la cybersécurité, c'est ce qui va permettre de rendre le numérique durable, utilisable à long terme, qui va permettre de le rendre résilient, c'est-à-dire en état de fonctionnement constant, faire en sorte que ça soit un numérique qui soit sécurisé, qui ne soit pas dangereux pour les personnes, qui ne fasse pas prendre de risques aux personnes. Parce que pour expliquer à ceux qui ne sont pas forcément du monde informatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'attaques énorme vis-à-vis de... En fait, il y a 2 choses. C'est que déjà, il y a un nombre croissant d'attaques, et ensuite, il faut peut-être expliquer aussi que les attaques ne sont pas ciblées forcément. C'est qu'en fait, on va attaquer tout ce qu'on peut attaquer quand on est un hacker aujourd'hui. C'est ça, en fait. On fait une attaque en arrosage massif. Les cyberattaquants font des attaques massives sur les réseaux, et tous ceux qui ne sont pas suffisamment protégés reçoivent finalement des virus. D'accord. Et ces virus qui sont par exemple des ransomware, des malwares, qui sont aussi maintenant ce qu'on appelle des wipers depuis le début de l'année, et qui vont crypter l'ordinateur, crypter les données, demander des rançons, détruire carrément les données. D'accord. Qui vont permettre à un cyberattaquant de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, aller fouiller dans le réseau d'une entreprise et récupérer des données, publier ces données et donc détruire la réputation d'une société. Donc, ce sont des attaques qui peuvent causer énormément de tort, et on estime qu'en 2021, ne serait-ce qu'en France, il y a eu 4 fois plus, par exemple, de ransomware qu'en 2020. Donc, c'est un phénomène en exponentiel. On estime à peu près 16 milliards le coût de la cybercriminalité, pour vous donner un chiffre, en 2021. D'accord. Et ça va doubler d'ici 2025. D'accord. Et donc le coût cumulé des entreprises et des États vis-à-vis de l'arrêt de leur activité potentielle, ou de ce que cela ou des vols. coûte, ou des vols. D'accord. Exactement. Donc c'est considérable. C'est devenu, selon PwC, qui a fait une étude là-dessus auprès des chefs d'entreprise du monde entier, c'est devenu, en début d'année, c'est devenu le premier risque pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, le premier risque qui pèse sur les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est absolument indispensable au numérique, comme les freins sont indispensables à une automobile. Ah oui, j'allais dire un vélo, mais une automobile, pourquoi pas aussi. Mathieu Rollin, je ne sais pas si vous avez du coup entendu ce que nous dit Jean-Noël de Galzin. Vous avez constaté, vous, dans cet environnement anxiogène, finalement, que cet environnement porte cette thématique de cybersécurité au sein des entreprises ? Non, absolument, je partage l'analyse de M. de Galzin. En effet, on voit que toutes ces questions de cybersécurité deviennent absolument centrales pour les entreprises. Il y a une chose assez intéressante à noter, c'est qu'il y a quelques années, toutes ces questions de cybersécurité, en fait, étaient laissées aux directeurs de la sécurité informatique. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise s'en occupaient pas beaucoup, ou en tout cas regardaient ça de loin. Et on voit que depuis plusieurs années, maintenant, ces dossiers sont sur le haut de la pile des PDG, directeurs financiers, etc. Ça devient une nécessité absolue pour les entreprises de se protéger. Et pourquoi ? Je crois que monsieur de Galzin l'a bien expliqué, c'est que c'est quelque chose d'absolument essentiel. On vit dans un monde qui est de plus en plus digital, et on voit bien que si on n'a pas de cybersécurité, si on n'a pas de sécurité au sens large, c'est un monde qui ne peut pas se développer. On met de plus en plus de choses sur les réseaux, sur nos téléphones, sur nos tablettes, etc., parce que c'est sécurisé. Tout ce monde digital ne peut exister parce qu'il est sécurisé. Et on voit que les entreprises doivent s'adapter en permanence
à un monde qui est en plein boom. Quand on compare par exemple un réseau informatique il y a une dizaine d'années et un réseau informatique actuel, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, on peut connecter un nombre très très grand d'objets et de plus en plus grand d'objets sur les réseaux informatiques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on prend un réseau informatique d'une entreprise lambda, pour avoir cette capacité à connecter de plus en plus de réseaux, ça implique une chose, ça implique que la surface d'attaque de l'entreprise devient quasiment infinie. Donc il faut de nouveaux outils pour protéger les réseaux informatiques. Auparavant, on avait la fameuse architecture de ce qu'on appelle le moat and castle, les remparts et le château. En gros, vous aviez un firewall qui vous protégeait des menaces extérieures. Et puis quand vous passiez le firewall, vous étiez sur le réseau informatique de l'entreprise. Et puis, je schématise un petit peu, mais vous pouviez faire un petit peu ce que vous voulez dans ce réseau. Maintenant, on a un nouveau paradigme qu'on appelle le zero trust, où là, en effet, la sécurité n'est plus, l'élément de sécurité n'est plus sur l'adresse IP de l'ordinateur qui va se connecter, mais il est vraiment lié à l'identité de l'utilisateur. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation. Mathieu Rollin, pour que les gens qui ne sont pas experts du secteur puissent bien comprendre ce que vous nous dites, c'est qu'il y a 10 ans, entre guillemets, un firewall ou un antivirus suffisait. Aujourd'hui, comme la surface d'attaque est beaucoup plus grande, il y a une diversité d'activités même au sein de la cybersécurité pour protéger une entreprise. Absolument. Il y a de nouveaux métiers qui se sont créés, il y a de nouveaux modes de protection qui se sont créés et qui se créent quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que nous, en termes d'investisseurs, c'est un secteur qui est passionnant parce qu'il y a une croissance, je ne peux pas vous dire qu'il y a une croissance infinie, c'est compliqué de dire ça, mais c'est un petit peu l'idée parce qu'on voit bien qu'on aura toujours des attaques et de plus en plus d'attaques. Donc il faudra toujours que les entreprises adoptent de nouvelles solutions de sécurité ou en tout cas upgrade, améliorent leurs solutions de sécurité avec notamment de nouveaux moyens de se protéger. On a les endpoint protection, on a tous les nouveaux modes de connexion. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'identity management. Enfin, voilà, il y a beaucoup de jargon un petit peu qui paraissent un petit peu barbares, mais qui représentent en effet de nouvelles façons ultra sophistiquées de se protéger. Et ça, c'est absolument indispensable. Jean-Noël de Galzin, oui, je pense que je rajouterais même à ce que vous êtes en train de dire qu'en fait, la cybersécurité, c'est quelque chose qui protège. Traditionnellement, on parle d'ailleurs de sécurité des systèmes d'information au départ, comme ça vient d'être dit. Mais la sécurité, c'est aussi, ça permet d'avoir une stratégie en matière de digital, en matière de numérique. Ça, on ne peut plus avoir une stratégie digitale aujourd'hui sans penser cybersécurité. Non, objectivement, moi j'ai l'exemple en tête. Je me souviens avoir travaillé avec un cabinet de conseil coté d'ailleurs, qui travaillait sur des prototypes d'automobiles autonomes. Et puis on est arrivé à la fin du projet. Il se trouve que je me suis impliqué dans ce projet. Et on regardait le modèle économique de la voiture. Et ils n'avaient pas pensé à mettre la cybersécurité. Donc quand on a regardé ensemble comment implémenter la cybersécurité d'une voiture autonome, vous voyez ce que c'est? Bien sûr, oui, complètement. Eh bien, on s'apercevait que le modèle économique ne suivait pas. Donc en fait, on peut passer des années à développer un véhicule autonome et en fait, le véhicule ne peut jamais rouler parce qu'il y a des brèches de sécurité. Voilà. Donc la cybersécurité, aujourd'hui, ça se conçoit par conception, by design. Et effectivement, ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que la cybersécurité, ça permet des choses en réalité. Par exemple, nous, Walix, on est spécialisé dans les sécurités des accès. Donc on a une technologie qu'on appelle de gestion des comptes à privilèges qui protège les accès les plus sensibles aux données ou aux systèmes informatiques dans l'identity management. C'est une technologie que l'on met au service des directions informatiques pour sécuriser leurs accès, pour piloter leurs accès. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Eh bien, ça leur permet de reprendre le contrôle de leurs accès dans un monde qui est de plus en plus dans le cloud, donc de plus en plus diffus pour le commun des mortels. Donc eux gouvernent mieux leurs accès, pilotent mieux leurs accès et donc ils peuvent ouvrir des accès et rendre leur société plus agile, justement, plus compétitive. Jean-Noël de Galzin, si on fait le lien du coup avec le côté investissement, donc on a parlé des besoins des entreprises. Est-ce que vous avez vu du coup, vous êtes à la tête de Walix, vous venez nous expliquer ce que ça fait, une augmentation par exemple du carnet de commandes ou une augmentation de ce sujet dans les échanges avec les entreprises? Est-ce que du coup les entreprises spécialisées en cybersécurité bénéficient entre guillemets de cette vague dans un contexte toujours anxiogène finalement dans le cadre de cybersécurité? On peut même dire qu'en ce moment, dans le monde, on traverse des contextes anxiogènes. On a eu la crise sanitaire avec une digitalisation très rapide des usages, passage massif en télétravail. Bien sûr. Ensuite, là, on est en train de traverser un conflit compliqué en Ukraine, Bien sûr. Avec la Russie. Eh bien, effectivement, la cybersécurité, c'est un marché qui continue à se développer. Parce qu'en fait, il faut protéger les usages de numérique parce qu'on a besoin de plus de numérique chaque jour. On déploie plus d'objets numériques tous les jours. Donc oui, il y a
des carnets de commandes qui se remplissent, des marchés en croissance de l'ordre de 20%. Globalement, le marché de la cybersécurité croît de 20%. C'est plus de 2 fois plus que le marché du numérique en tant que tel. D'accord. Donc, ça va très rapidement. Et donc, les profils de nos sociétés de cybersécurité sont des sociétés qui ont à la fois un potentiel intrinsèque de marché très important dans le monde entier, dans l'ensemble des régions du monde, mais également sur des verticales marchés qui ont un besoin indispensable de se protéger à court terme pour pouvoir continuer à fonctionner. Je vous propose d'entendre votre vision, Mathieu Rollin, et après on fera peut-être un focus France avec vous, Jean-Noël de Galzin. Mathieu Rollin, quand on est investisseur, donc comme vous, sur un sujet sécurité au sens large, mais donc avec un biais forcément cybersécurité, on investit dans quoi concrètement? Je regardais, il y a des ETF qui ont très bien fonctionné sur l'année 2020. L'année 2021 a effectivement un peu plus temporisé. Pour le coup, quand on est investisseur, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Mathieu Rollin? En fait, nous, ce qu'on va essayer de faire au travers de notre fonds thématique Safety, c'est d'aller chercher les entreprises qui vont proposer les solutions de cybersécurité de demain. Parce que, comme on le dit depuis le début de cet entretien, c'est que c'est un univers qui est en mutation permanente où aussi les pirates informatiques sont très innovants. Et donc, il faut en permanence aller trouver de nouveaux moyens pour se protéger, que ce soit pour les individus, pour les entreprises ou même pour les gouvernements. Et donc, nous, notre rôle, ça va vraiment être d'aller chercher, je dirais, les petites pépites qui vont aller proposer les solutions de cybersécurité de demain. On voit qu'on a un marché où l'offre d'investissement, en tout cas, où l'univers d'investissement sur la cybersécurité est très large, où on a à la fois des acteurs historiques qui ont peut-être plus de mal à innover, mais qui sont des acteurs qui génèrent beaucoup de cash, etc. Donc, ça peut avoir un intérêt pour des investisseurs, mais c'est vrai que nous, on va préférer se positionner sur les acteurs beaucoup plus innovants. Donc on n'investit pas que dans des grosses entreprises américaines, c'est ce qu'il faut comprendre, Mathieu Rollin? En effet, on voit que la croissance, on voit que le dynamisme, et on voit que les gagnants de demain, pour le moment, sont plutôt des petites et moyennes entreprises qui, justement, ont cette capacité à se développer très rapidement, très fortement. Certaines ont même créé de nouveaux marchés parce qu'elles ont créé une solution qui n'existait pas, donc elles vont créer des marchés et avoir une position dominante sur des marchés, ce qui nous donne, nous, des caractéristiques d'un point de vue investissement très intéressant parce que c'est une position dominante sur un marché, c'est beaucoup de pricing power et c'est une capacité d'innovation très forte parce que la valeur est véritablement dans l'innovation. Jean-Noël de Galzin, donc vous disiez également que, en réaction à ce que disait Mathieu Rollin, que ces grosses entreprises consolident parfois le marché. J'aimerais, il nous reste un peu plus d'une minute, faire un petit focus sur les entreprises françaises. Donc Walix est coté donc du coup à la Bourse de Paris. Si on veut investir aujourd'hui dans la cybersécurité en France, il y a une offre pour les investisseurs aujourd'hui? Alors, il y a une offre pour les investisseurs. C'est vrai qu'en France, traditionnellement, on est plus fort dans le domaine du service, les services managés, comme on dit, de sécurité, les fameux SOC, les centres de sécurité, ou un certain nombre de sociétés de services comme Orange, comme Thales, Capgemini, ou Soprasteria, qui sont très bien positionnés là-dessus. Et c'est vrai que nous, Walix, on est la première société pure player de cyber, éditeur de logiciels, coté sur Euronext. Mais en fait, Walix est aussi un porte-drapeau, c'est-à-dire que derrière nous, il y a toute une génération d'acteurs de la cybersécurité qui sont pour le moment financés par du private equity, qui sont parfois dans ce qu'on appelle la French Tech, des pépites de la French Tech. Comme, pas encore accessible au grand public, mais en construction. C'est ça, et c'est pour ça que c'est un marché qu'il faut regarder, parce que la France va être à l'Europe ce qu'Israël est aux États-Unis en matière de cybersécurité. Mais avec une volonté politique d'ailleurs de faire émerger une filière française pour le coup. Tout à fait. Donc le président de la République, Emmanuel Macron, a promulgué une stratégie nationale de cyber le 18 février 2021 qui porte tout le secteur avec comme ambition de sécuriser les collectivités locales, les ports, les établissements hospitaliers français. Nous, Walix, on va se focaliser pour les aider à gérer leurs risques informatiques liés aux accès, mais il y a beaucoup de pépites qui sont positionnées sur les sondes, la sécurité du mail, la sécurité des données et tout un tas d'autres domaines dans lesquels, comme ça a été dit tout à l'heure, on a besoin d'apporter des solutions de cybersécurité. Et donc, c'est un domaine dans lequel les investisseurs peuvent aujourd'hui, à mon sens,
investir pour le futur avec sérénité. Merci beaucoup Jean-Noël de Galzin. Je rappelle que vous êtes le PDG de Walix et aussi directeur donc, du projet cybersécurité du contrat stratégique de filière, cette fameuse intention donc, du coup, de monter une filière française portée par le gouvernement. Merci également Mathieu Rollin, co-gérant de Thematics Safety, de nous avoir détaillé un peu vos visions en tant qu'investisseur sur ce marché donc, qui se crée en continu en France et même dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.